Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de Mediapart en direct pendant laquelle notre rédaction est ouverte aux caméras et notre site en accès libre. De 19h à 23h, soirée spéciale autour des émeutes de 2005. Que s'est-il passé et que ne s'est-il pas passé dans les quartiers populaires depuis une décennie? Zied et Bouna sont-ils morts pour rien? Et est-ce qu'on peut commencer à voir des changements politiques dans ces quartiers? Ce seront les deux questions principales que poseront Edoui Plenel de Mediapart, mais aussi Nordine Nabili, puisque nous sommes associés pour cette soirée au Bondi Blog. Mais avant cela, à l'occasion de la parution aujourd'hui même en librairie en relais du numéro 2 de la Revue du Crieur, coédité par les éditions Mediapart, par les éditions La Découverte et par Mediapart, c'est à la question de savoir comment résister à l'ère du temps intellectuel plutôt délétère que l'on consacre cette première partie de soirée. Pour cela, 4 invités, tous bien pensants selon les nouvelles configurations actuelles. Geoffroy de la Gannerie, bonsoir. Vous êtes philosophe, sociologue, vous avez récemment publié un ouvrage intitulé L'art de la révolte et vous êtes là aussi parce que vous avez signé récemment avec l'écrivain Édouard Louis un manifeste pour une contre-offensive intellectuelle et politique. Vous nous direz de quoi il s'agit. Arthur Jatteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, économiste, membre notamment de PEPS, qui milite pour un pluralisme de l'enseignement en économie, et de l'AFEP, l'Association française d'économie politique, qui lutte, elle aussi, contre le mainstream, notamment dans l'économie. Enfin, Ludovine Bantigny, bonsoir. Vous êtes vous êtes historienne, pardon, je confonds les choses. Vous aviez signé un papier dans le numéro 1 du Crieur sur Marcel Gauchet, une enquête sur Marcel Gauchet. Vous aviez été notamment une des actrices de la polémique des rendez-vous de l'histoire de Blois l'an dernier, qui déjà se posait la question de la configuration du débat intellectuel. Et vous êtes membre de Savoir en Action, vous nous direz ce dont il s'agit. Et enfin, François Cusset, bonsoir. Alors vous signez un papier dans le numéro 2, je fais un peu la pub de ce numéro du Crieur, sur les nouvelles logiques de la révolte, le renouveau théorique et pratique de la contestation, qui revient notamment sur la définition de la violence politique. C'est assez utile aujourd'hui que des syndicalistes d'Air France se font interpeller pour avoir enlevé la chemise de leurs dirigeants. Mais je vais commencer avec vous parce que vous êtes aussi chercheur en histoire intellectuelle et politique. Est-ce que, et faire un peu un plaidoyer pro domo et faire appel à vos lumières, est-ce qu'aujourd'hui une revue papier comme Le Crieur, même si qui a bien été vendu à 17 000 exemplaires, est-ce que ça peut encore être un lieu pour mener la bataille des idées? C'était ça un peu l'ambition, mais vous, avec à la fois votre regard un peu sur les États-Unis et votre qualité d'historien des idées. Il faut parler face au micro. Il faut parler devant le micro, dans le micro. Oui et non, c'est-à-dire qu'une revue papier, mais une revue comme technologie intellectuelle, c'est-à-dire comme façon de faire, comme façon de s'adresser aux gens, comme voilà, le sérieux des articles, le sérieux des enquêtes, est quelque chose de très 20e siècle, qui ne correspond pas au format et au mode de pensée, enfin, des blogs ou des tweets, et puis sans compter que le papier est en faillite partout, que ce soit l'édition ou la presse. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement un pari risqué. Après, l'angle qui est celui de la revue du Crieur, moi, me paraît très intéressant et très opportun dans la situation politique actuelle, c'est-à-dire de décloisonner les questions intellectuelles, même les plus difficiles, les plus sérieuses, en allant à la fois explorer leurs conditions matérielles, sociales, c'est-à-dire derrière tous les ismes qu'il y a, qui sont ces gens, d'où viennent-ils, d'où viennent les grands courants de pensée dominants de droite ou de gauche, le fait de s'adresser à un grand public sans avoir la barrière du style universitaire et de la revue scientifique, tout en étant très rigoureux voilà, dans le travail. Moi, tout ça voilà, me réjouit. Là, je ne vais pas faire le prophète, je ne sais pas ce que tout ça peut donner, mais le succès du numéro 1 tendrait à montrer qu'il faut continuer. Je sais que justement aux États-Unis où j'ai vécu, ce type de format existe en fait. À la fois dans des revues universitaires qui veulent s'adresser à un grand public et qui donc font des enquêtes, de la vraie enquête, sur des questions théoriques difficiles, donc enquête empirique sur questions théoriques. C'est presque un modèle, enfin, il me semble, pour la revue du Crieur. Voilà, et c'est comme ici, casse-gueule financièrement, casse-gueule politiquement, mais voilà, il faut en faire plus.
Ludivine Bantini, l'idée du Crieur, c'est notamment de faire travailler ensemble des chercheurs et des journalistes, de mêler un peu, de confronter, de tisser des ponts entre le monde des médias et celui de la recherche. Il y a eu récemment une tribune dans Le Monde de deux sociologues, Stéphane Beau et Gérard Mauger, qui disaient, dans ce contexte où les intellectuels médiatiques dominent une certaine scène, en réalité, les sciences sociales, contrairement à ce qu'on veut croire, ne sont pas silencieuses. Mais par contre, ce qu'ils étudient, ce qu'ils disent ne peut pas se réduire à quelques formules pour plateau télé. Vous participez à quelque chose qui s'appelle Savoir en action, mais il prenait d'autres exemples de tentatives de faire passer le savoir des sciences sociales dans le débat public en voyant bien que c'était quand même, ça restait très compliqué. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est ça le problème, que au fond, les sciences sociales ne sont pas silencieuses, font leur travail, mais juste ne sont pas audibles médiatiquement? Oui, mais c'est très difficile de lutter contre des hégémonies aussi puissantes, hein, quand on voit à quel point maintenant la bien-pensance, enfin c'est un peu le monde à l'envers, hein, vous évoquiez la notion de bien-pensance, la bien-pensance serait devenue voilà, un objet de neutralisation, et ceux qui seraient censés lutter contre la bien-pensance, c'est ceux qui répondent au contraire des clichés les plus éculés et les plus réactionnaires sur l'identité, sur les prétendus dangers de la diversité, etc. Donc, justement, là, les sciences sociales ont des choses à dire par leurs enquêtes, par leur travail de terrain, notamment pour renverser cette perspective, en particulier en soulignant ce qui apparaît bien plus essentiel que ces thèmes rebattus, c'est-à-dire, par exemple, la colonisation de toutes nos existences par la question de la marchandise, par la question du profit, par la question de la concurrence, les formatages publicitaires, autant de choses qui sont vraiment l'objet de la déconstruction des sciences sociales, mais à condition évidemment que les sciences sociales ne travaillent pas en vase clos et ne soient pas ni dans une position de surplomb, ni dans une position d'incantation. Donc il y a vraiment un travail non seulement à diffuser, mais à partager. C'est ce qui nous paraît essentiel justement dans Savoir en action, dont on pourra reparler tout à l'heure. Geoffroy de Laganerie, est-ce que le sentiment qu'on a d'une scène intellectuelle dominée par des figures réactionnaires, est-ce que ça vous paraît donc être lié à ce fonctionnement médiatique dont on sait que voilà, la presse écrite est possédée par des grands industriels et que la télévision exige des formats courts et provocateurs, ou est-ce qu'il faut quand même interroger le champ intellectuel lui-même, les intellectuels eux-mêmes? Moi, je pense qu'on vit un moment de crise extrêmement grande dans l'espace intellectuel et politique contemporain, et qu'on est tous soumis à une offensive sans précédent des forces réactionnaires et conservatrices aujourd'hui à l'échelle internationale et en particulier en France. Et c'est vrai que la question essentielle qu'on a voulu poser avec Édouard Louis dans notre manifeste, c'est de dire qu'on ne pourra régler cette question qui fait que tous, en tant que gens de gauche, en tant que gens critiques, en tant qu'appartenant à des minorités, on est dans un sentiment de désarroi, de colère, de dépossession contre la circulation des discours les plus haineux, qu'en redéfinissant complètement qu'est-ce que c'est que la figure de l'intellectuel, qu'est-ce que c'est que la figure de l'écrivain et qu'est-ce que c'est qu'intervenir aujourd'hui. Et je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de redéfinir, d'où l'importance de réfléchir sur les formats, de réfléchir sur les associations, de redéfinir sur les lieux, les formes de l'intervention et la manière de penser la vie intellectuelle. Et je crois que la chose essentielle aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que le rôle d'un intellectuel. Et le rôle d'un intellectuel, ça n'est pas de débattre. Nous avons pensé comme premier principe le principe du refus. Ça, c'est en rupture avec ce qu'on imagine d'habitude. Ouais, comment vous justifiez ça? Je ne le justifie pas, c'est toute la tradition intellectuelle qui a toujours posé ça. Le rôle d'un intellectuel, ça n'est pas de constituer ce qui est des injures, ce qui est des opinions diffamantes, ce qui est des bruits, ce qui est du rien, comme des arguments que l'on pourrait discuter. Alors c'est quelque chose de très important, parce que quand on croit résister aux offensives conservatrices en déconstruisant les textes, ou en allant les affronter à des émissions de télé, ou en allant les affronter à des émissions de radio, en fait on ratifie le dispositif qui veut que ce sont des interlocuteurs possibles dans un espace commun qui s'appellerait l'espace public. Or nous disons que le rôle aujourd'hui de la pensée, c'est de dire Finkielkraut, Onfray, Gauchet, Debray, vous croyez que ces gens-là parlent? Vous croyez qu'ils disent des idées? Non, ce qu'ils font c'est des injures, ce ne sont pas des mots qu'ils prononcent, ce sont des insultes contre les minorités, ce sont des actes discursifs violents, et il faut les dénoncer comme tels. Vous connaissez la belle formule de Sartre, insulter les insulteurs. Il faut insulter les insulteurs, et il faut casser le jeu. Vous savez, quand nous avons lancé avec Édouard Louis l'opération de boycott des rendez-vous de l'histoire de Blois, parce qu'ils avaient osé inviter Gauchet à prononcer la conférence inaugurale, l'accusation qui a été portée contre nous, c'est « vous êtes des censeurs ».
vous êtes des staliniens, vous êtes des totalitaires. Alors c'est très intéressant, parce que boycotter, c'est soi-même qui ne vient pas parler. C'est Édouard Louis et moi-même qui ne sommes pas allés parler. Nous n'avons jamais censuré Gaucher. Et qu'est-ce que ça veut dire que les gens réactionnaires conçoivent comme des censures le fait que nous ne voulons pas débattre avec eux? Ça veut dire que ce qui les intéresse, c'est pas de parler, c'est de nous parler. C'est que nous soyons là quand ils parlent, c'est que nous les reconnaissions comme des interlocuteurs. Et rien ne les rend plus furieux que si nous les désignons tels qu'ils sont, que si nous disions « vous êtes des forces d'extrême droite, vous êtes des forces conservatrices, vous n'avez rien à faire dans le champ intellectuel ». De ce point de vue-là, moi j'ai relu très récemment le très très beau livre de Simone de Beauvoir qui s'appelle « La pensée de droite aujourd'hui », qu'elle avait écrit dans les années 50, où elle essaye de décrire les structures mentales de la pensée de droite. Et tous les gens qu'elle prend pour objet, il n'y en a pas un aujourd'hui qui existe, il n'y en a pas un aujourd'hui qui est cité, ce sont des noms complètement inconnus de nous, qui ont complètement disparu. Les forces réactionnaires sont des forces qui, par définition, sont réactives, c'est-à-dire qui n'existent pas dans le champ des idées, qui n'existent pas dans le champ intellectuel, qui sont condamnées à l'oubli. Et le rôle des intellectuels, c'est d'accélérer le cours de l'histoire, de faire qu'on les oublie et qu'on passe à autre chose, qu'on parle nous-mêmes de nos propres thèmes, qu'on impose nos principes de création. Alors je finis juste là-dessus, c'est que la condition pour reprendre le pouvoir dans le champ intellectuel aujourd'hui, pour finir avec l'humeur conservatrice qui règne aujourd'hui, c'est de redéfinir l'espace intellectuel. Qu'est-ce que c'est que faire des livres? Qu'est-ce que c'est qu'être un sociologue? Qu'est-ce que c'est qu'être un philosophe? Qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain? Et ça suppose pour Édouard Louis une critique du champ littéraire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, dans une injonction de dépolitisation, et pour moi une critique radicale de l'université, dans sa manière de produire une recherche fermée sur elle-même, qui ne produit rien et qui laisse l'espace public aux essayistes réactionnaires. Alors on est tout de suite au cœur du problème, on va venir sur le chantier un peu que vous posez. J'aimerais quand même vous entendre, Arthur Jatteau, parce que souvent on pense intellectuel médiatique, on pense effectivement Finkielkraut, Onfray, mais on pense moins qu'en économie, il y en a aussi. Vous, par rapport à ce que dit Geoffroy de La Gonnerie, c'est quoi votre position? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut résister à ça? Est-ce qu'effectivement, il ne faut pas discuter avec des économistes mainstream qui racontent tout et n'importe quoi, ou alors des choses qui ne sont ni vraies ni fausses et qu'on ne peut pas vérifier? Enfin, quelle est votre attitude, vous? Alors, moi, je pense déjà par rapport à la présence des intellectuels dans les médias, plus spécifiquement sur les économistes, il me semble qu'il y a eu quand même une inflexion depuis le début de la crise, depuis 2008, où ils sont quand même un peu plus présents. Bon, ça mériterait d'être mesuré de manière un peu plus précise, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est l'émergence dans le champ médiatique des économistes atterrés, par exemple, qui sont régulièrement invités à la radio, dans les médias, etc. Et ça, c'est quand même une chose sur laquelle on peut s'appuyer. Moi, je serais tenté de prendre le parti opposé à ce que vient de dire Geoffroy pour des raisons pas tant philosophiques, je trouvais ça très intéressant sur le fond, mais plus stratégiques. Je pense qu'on ne peut pas déserter le champ médiatique, même si les formats des émissions, les formats des médias ne nous conviennent pas. Bon, voilà, c'est une critique qui est ancienne, hein, c'est la critique que faisait Bourdieu sur la télévision, tout ça. Est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller, sachant que les formats ne permettent pas forcément d'exprimer longuement une pensée? Il n'y a pas, toutes les émissions ne sont pas Ce soir ou jamais. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que les économistes doivent y aller parce que, les économistes et les autres d'ailleurs doivent y aller parce que l'absence aujourd'hui de voix alternatives, de voix progressistes, la relative absence de ces voix progressistes-là dans le champ médiatique renvoie justement à cette désertion depuis plusieurs années de ces intellectuels-là qui ont peut-être des exigences trop pointues. Moi, je serais tenté de dire il faut y aller quoi qu'il arrive. Voilà, il faut y aller dans l'espace médiatique, il faut occuper la place, il faut occuper les postes. À l'université, il faut y aller, il faut prendre des positions de pouvoir, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, on va les laisser à d'autres. Et je pense que ça explique beaucoup, moi, dans le champ qui m'occupe, en économie, le fait qu'il y a un recul de l'hétérodoxie à l'université, des pensées qui sont différentes du mainstream, différentes de l'orthodoxie, parce qu'à un moment, on ne s'est pas assez investi dans les rapports de pouvoir en disant on n'y touche pas, ce genre de choses. Donc moi, je serais tenté de dire plus simplement allons-y, il faut y aller. François Cusset, sur cette question? Ouais, c'est effectivement compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, il ne faut absolument pas déserter cet espace de production d'opinion, d'agitation d'opinion. Finalement, c'est un espace doxique uniquement. Il n'y a pas de travail. Personne ne travaille, ne produit des concepts. C'est voilà, une scène de débat avec des formats qui, en général, favorisent les petites phrases, effectivement, et les provocations polémiques de ces intellectuels conservateurs. On ne peut pas entièrement déserter ce terrain. Mais ce qu'il faut faire savoir, largement, c'est que, quand on est à l'intérieur des médias, on a toujours l'impression que les médias sont non seulement le centre du monde, mais la totalité exhaustive du monde. Il se passe énormément de choses ailleurs. Alors, je ne sais pas s'il est possible
d'aller y mettre des micros, des caméras, et s'il est même intéressant, d'aller voir ce qui s'y passe, mais c'est ailleurs que ça se passe, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est-à-dire dans un travail à la fois scientifique, alors l'université, effectivement, on nous l'a mis dans un très très sale état, donc le travail de recherche actuellement est compliqué par l'espèce de néolibéralisation de l'université, par tout ce qui s'y passe, mais c'est quand même là principalement que ça se passe, et puis un travail extra-universitaire qui est un travail plus activiste, plus militant, plus politique, du côté des minorités, qui a lieu lui aussi dans l'ombre, enfin tout à fait ailleurs, hors de l'espace médiatique, mais avec des impacts réels. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt cessons de faire de cet espace d'agitation d'opinion le centre voilà, de la vie intellectuelle. Et cessons, je dis, pas la première personne du pluriel, mais c'est aux médias de cesser de faire ça, c'est-à-dire et de trouver d'autres formats. Moi, j'en sais rien. Le documentaire montrant ce que font les gens sur 10 ans de recherche lorsqu'ils s'intéressent à des questions politiques aurait un tout autre impact qu'une énième émission de plateau où on entendrait voilà, un réactionnaire qui, lui, maîtrise parfaitement le format. C'est ça qu'il faut rappeler. Il faut rappeler que les gens dont on parle, dont il faut faire du média training pour les intellectuels critiques. Pardon ? Il faudrait du média training pour les intellectuels critiques aussi, un peu, non, quelqu'un capable de synthétiser sa pensée en 1 minute. Mais non, mais je ne pense pas que ce soit qu'il y ait une différence de nature entre une pensée qui serait simple, accessible et donc voilà, populiste et vouée à être partagée par tout le monde et une pensée difficile et technique. C'est absolument pas ça. Je pense que le format du débat, c'est Gilles Deleuze, le philosophe, qui le disait, le débat, il n'y en a pas, il n'y en a jamais. Puisque soit on n'est pas d'accord et c'est pas le débat qui va nous mettre d'accord, soit on est d'accord, ce qui est quand même le cas de la plupart des gens qui font semblant de débattre. Donc à ce moment-là, pourquoi débattre ? Enfin, voilà, c'était ça. Donc ça, je suis absolument d'accord. En revanche, avec d'autres formats, effectivement, des formats didactiques, de vulgarisation du travail sérieux qui est fait, ou simplement de faire appel aux bonnes volontés pour que ces travaux-là soient suivis par plus de monde. Peut-être pas autant que les émissions de télé ou de radio, mais qu'ils soient suivis. Donc je ne pense pas qu'il faille opposer l'un à l'autre, et il faut rappeler que ça se passe ailleurs, hors des médias. Ludivine Bantini, c'était intéressant. Geoffroy Lagannerie parlait tout à l'heure des rendez-vous de l'histoire de Blois, de la polémique sur le fait que c'était Marcel Gauchet qui ouvrait cette thématique sur les rebelles. Donc lui, il avait décidé avec Édouard Louis de ne pas y aller. Vous avez à la fois contesté cette conférence inaugurale, mais pas de la même manière. Non, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a décidé de proposer autre chose, d'y aller, parce qu'il y a une vraie attente et une vraie demande sociale et la nécessité d'organiser véritablement une discussion, mais en off. On avait fait une espèce de réunion publique, un peu off, en marge du festival, avec le refus de la notion de tribune, la notion de monopole de la parole, qu'on retrouve aussi beaucoup dans ce genre de rencontres. Donc là, c'était aussi un point de départ sur la question d'une mise en commun de la parole critique, avec peut-être un autre point de vue sur la notion même d'intellectuel telle qu'on l'aborde depuis le début de cette discussion, à savoir plutôt la question des intelligences collectives. La question le postulat de départ, c'est de dire que nous avons des savoirs, nous avons des savoir-faire, nous avons des connaissances issues de nos expériences, de métiers, de luttes, de grèves, et que la grande difficulté aujourd'hui, c'est le manque de mise en commun de ces savoirs, l'effet de monopole de la parole, l'effet de segmentation, de division sociale du travail, notamment du travail critique. Alors que le travail critique, François le disait, le travail critique, il est partout en fait. Il est dans les bureaux, il est dans les ateliers, il est dans les hôpitaux, il est dans les écoles. Il est porté par des actrices et des acteurs extrêmement divers du champ social. Donc la grande question, c'est comment créer des ponts entre ces savoirs critiques. Et donc, par exemple, l'idée du off à Blois, c'était aussi de faire se rencontrer à la fois des enseignants, des chercheurs, des syndicalistes, des militants associatifs, parce que des initiatives certes un peu trop invisibilisées par les médias, et là on revient au problème de départ, ces initiatives sont foisonnantes. Ces effets de solidarité, ces effets de lutte, elles sont vraiment très, très importantes et elles sont extrêmement subversives, créatrices, joyeuses aussi, mais elles sont insuffisamment visibles et peut-être aussi insuffisamment fédérées, collectives. Elles sont très morcelées également. Et donc, sur la question du débat, à cet égard intellectuel, mais au sens où j'essaie de l'évoquer, c'est-à-dire des intelligences véritablement collectives. C'est vrai qu'il ne faut pas déserter le débat, mais en même temps, il ne faut pas laisser le voir s'échapper au travers de ces mots valises
qui sont complètement contradictoires dans les termes, le coût du travail, les charges pour parler des cotisations sociales, les réformes pour parler de régression sociale. Voilà, autant de choses qui nous sont imposées en permanence dans cette hégémonie et contre laquelle il s'agit aussi de lutter, le prétendu courage de nos responsables politiques quand il s'agit de mener des politiques extrêmement réactionnaires et régressives. Et puis, en effet, ne pas nourrir les éternels débats sur l'identité, sur un racisme anti-musulman rampant et extrêmement délétère. Donc, ne pas nourrir ce débat, mais déplacer les sujets. Donc, y compris en évoquant à nouveau des mots qui sont devenus tabous depuis le début des années 80, le capital, le capitalisme comme rapport social, comme rapport de production, comme rapport de propriété, la question de la lutte de classe. Alors là, on a commencé à en parler un peu autour d'Air France et de la chemise déchirée d'un DRH, mais c'était toujours dans les médias, disons, mainstream, là aussi, pour condamner une violence sociale qui est en fait une violence de classe, sans prendre la mesure de cette violence justement qui est déployée par la classe en face. Donc c'est aussi se réapproprier le débat de cette façon en déplaçant les termes du sujet. Alors concrètement, Geoffroy Lagannerie, comment on fait? Parce que vous avez signé donc ce manifeste pour une contre-offensive intellectuelle et politique. C'est pas la première fois qu'il y a des intellectuels critiques qui mettent des mots, bon, c'est leurs outils principaux pour voilà, se dresser contre une situation. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on peut vraiment, j'entends quand vous dites que donner la réplique aux intellectuels médiatiques, on risque de les légitimer ou du moins de légitimer la manière dont ils constituent l'islam ou l'immigration comme un problème. Mais est-ce qu'on peut vraiment pour autant les ignorer? Oui, mais d'autant plus que ça, je pense que nous vivons aujourd'hui une période qui est à la fois la réplique exacte et en même temps qui est problématique en tant qu'elle... Je peux pas... Parce que je ne suis pas quelqu'un de facile. Pardon. Je pense que l'enjeu très important pour nous aujourd'hui, c'est la question du livre sur la télévision de Bourdieu, qui est un livre absolument central, et ça rejoint tout à fait ce que disait François Cusset, à savoir que ce que Bourdieu disait très très justement, c'est que l'effet de la télévision, c'est de produire une homogénéité du temps. C'est-à-dire, c'est de ramener la croyance dans ce qui se passe, c'est ce qui se passe à la télévision, et à ce moment-là d'écraser les pluralités de temporalité qui se passent dans les champs intellectuels et politiques à ce qui s'est passé dans l'émission qui fait de l'audimat, ce qui fait que les journaux vont se définir par rapport à ça pour le critiquer, pour faire la une, pour critiquer tel intellectuel qui passe à la télé, que nous, intellectuels, on va réagir au journal qui fait la une sur la télévision, etc., et qu'on est tous pris comme ça à étouffer parce que la télévision a fait l'actualité. Donc je crois qu'il est très important effectivement de dire qu'il y a d'autres lieux, qu'il y a d'autres temporalités, qu'il y a d'autres systèmes qui échappent totalement et qui sont les lieux de l'invention. Mais en même temps, je crois que le grand problème, c'est que nous répondons aujourd'hui à la situation par les catégories qu'a produites Bourdieu sur la télévision qui font partie de la construction du problème. Parce que qu'est-ce qu'on entend depuis avec mes trois amis, c'est qu'on oppose à la vie publique, à la vie des idées, la recherche universitaire, les chercheurs, ce qui se produit dans le champ académique, etc. Et donc on construit comme ça une scène dans laquelle s'oppose la recherche sérieuse, la recherche lente, la recherche qui a sa temporalité, qui serait la vie académique, et l'espace public de l'autre. Or, cette manière de présenter la recherche universitaire comme étant le lieu de l'invention, c'est une erreur stratégique et une erreur politique majeure, parce que ça conduit précisément à valoriser des choses qui se font dans des labos fermés sur eux-mêmes, dans des revues que personne ne lit, dans des colloques où personne ne va jamais, dans des recherches qui sont totalement autarciques, qui se définissent avec aucun enjeu politique ni théorique. En sociologie, par exemple, avec ce qu'on appelle le mythe du terrain, qui est une manière par laquelle de vider la problématique sociologique de tout visée politique et théorique. Et à ça, il faut opposer une attitude qui est complètement différente, que moi j'ai essayé d'analyser dans mon livre qui s'appelle Logique de la création, qui est l'attitude intellectuelle, qui est l'attitude telle que des gens comme Bourdieu, comme Foucault, comme Deleuze, comme Derrida ont incarné, qui est de faire des livres. C'est ça la capacité à... C'est pour ça que c'est pas ne pas aller dans les médias, c'est avoir les moyens d'imposer aux médias ces dispositifs. Avoir les moyens de dire aux médias, vous devez m'inviter parce que je compte, parce que j'existe. Quand vous êtes Bourdieu, quand vous faites la distinction, que vous faites Homo academicus, que vous faites la noblesse d'État, vous devenez l'actualité, vous devenez le centre, vous devenez ce par rapport à quoi les choses se définissent. Quand vous êtes Deleuze, que vous faites qu'est-ce que la philosophie, que vous faites l'anti-Oedipe, que vous faites 1000 plateaux, de la même manière, vous avez une stratégie de conquête de l'espace public de cette manière-là. Quand vous faites surveiller et punir, qui aujourd'hui
Vous avez des gens, vous avez Judith Butler, vous avez Didier Ribon qui incarnent cette figure de l'intellectuel. Mais si jamais vous n'êtes pas dans cette problématique-là, donc il ne s'agit pas de faire des manifestes. Édouard Louis, il a fait un livre qui s'appelle En finir avec Eddie Bellegueule, qui a produit une actualité autour des problèmes qu'il voulait imposer. Moi, avec mes livres sur le néolibéralisme ou sur l'art de la révolte, pareil, j'ai été dans beaucoup de médias et on a imposé un certain nombre de questions dans l'espace public. Donc c'est en faisant du travail de création intellectuelle qu'on peut être autonome, c'est-à-dire qu'on peut opposer aux médias ce qu'on fait pour qu'ils soient obligés de parler de ce qu'on fait. Et à ce moment-là, on a renversé le problème. Donc moi, je dirais que l'enjeu n'est pas de dire il faut rendre audible ce qui se fait déjà. Il n'est pas de dire il faut que les médias aillent voir les labos tels qu'ils se font aujourd'hui. Il faut transformer ce qui se fait dans les labos pour que ça s'impose dans l'espace public, pour que ça transforme l'espace public, pour qu'on produise de nouvelles perceptions et apporte là des effets d'émancipation très importants. François Cuisset, vous faites la moue. Non, je m'étonne juste dans cette description. L'idée que les grands livres des grands auteurs que tu as cités, Bourdieu, Foucault ou Deleuze, aient tout à coup fait actualité. Il me semble qu'ils n'ont fait aucunement actualité et que précisément le vrai travail intellectuel, que ce soit celui... des maîtres, entre guillemets, c'était des maîtres réticents qui refusaient d'être maîtres et on n'a plus de maîtres et il y a la question du maître qu'il faudra poser. Mais enfin, en tout cas, ces figures-là ont toujours été marginales. Alors effectivement, leur réception, disons, au-delà des petits cercles académiques, s'est faite soit à l'étranger, soit à contre-temps. Toujours à contre-temps, donc précisément pas dans la logique immédiate de l'actualité. Donc j'entends bien ce que tu dis, mais il me semble que il y a une part de wishful thinking. Il ne suffit pas d'imposer un argument, un nom, un texte et une autre logique pour tout à coup que les médias vous ouvrent leurs bras ou qu'au contraire on puisse les contourner pour avoir un accès en quelque sorte direct à un espace d'opinion plus large. Non, moi je pense que la question qu'il faudrait poser, parce que celle qu'apparemment les médias, que Joseph Confavreux ici présent incarne et représente, finalement sont, j'ai envie de dire, eux-mêmes révolus, en bonne part, enfin en tout cas les médias, ceux qui, avec une logique éditoriale, s'adressent à un public donné, dans la mesure où ils sont concurrencés en permanence par une forme de production d'opinions plus ou moins fiables dans tous les sens sur le net, sur le web, et y compris dans la conversation, la micro-politique, comme ça, les discussions quotidiennes de tout le monde, et que le nombre de gens qui touchent, leur impact réel sur le pouvoir politique et économique aujourd'hui, tout ça est bien moindre qu'autrefois. Tout ça est un peu fini, quelque part. Tout ça sent autant le cadavre que le système dominant lui-même qui est en train de pourrir devant nous. Et la question de savoir comment est-ce que les gens qui travaillent effectivement autour, au quotidien, ailleurs, et qui font ce travail, quel espace de dissémination et de diffusion de leurs idées et de leurs travaux on peut inventer et on peut leur donner, elle n'est pas simple. Elle est majeure. Elle est assez seconde pour les gens qui font ce travail-là, parce qu'on ne peut pas être à la fois, on peut pas à la fois produire des espaces médiatiques et travailler des idées. Et je ne sais pas qui la travaille. Moi, tout ça pour dire, je pense qu'effectivement, c'est une bonne question à laquelle aucun de nous n'a de réponse. Puisqu'on voit d'un côté les médias dériver, perdre un peu, en quelque sorte, la prise qu'ils ont pu avoir sur la production du pouvoir, des rapports sociaux à un moment, et de l'autre côté, effectivement, des enclaves. Je suis d'accord là-dessus avec Geoffroy de la Gannerie. Il y a effectivement les laboratoires de recherche en sciences humaines dans l'université sont autant d'enclaves dans lesquelles il y a trop d'entre-soi, de léthargie. Je suis bien d'accord. Mais entre les deux, où va-t-on? Que fait-on? Arthur Jatteau, sur cette question, et parce que vous, par exemple, à PEPS et à la FEP, l'Association française d'économie politique, vous êtes dit qu'au contraire, il fallait réformer l'université elle-même. Enfin, du coup, comment vous articulez la critique qu'en faisait Geoffroy ? Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu l'émergence des économistes atterrés et tout. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans, dans 20 ans ? Qui, pour le coup, n'a pas eu de résonance institutionnelle. Non, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois on a eu l'émergence des économistes atterrés dans le champ médiatique, dans le champ politique un peu si on veut, mais pourtant à la fac, depuis la crise, si on schématise, rien n'a changé. Et ça, c'est un vrai problème. Nous, l'idée qu'on a eue avec le collectif étudiant pour PEPS économie, qui essaie de changer justement l'enseignement de l'économie dans le supérieur, c'était déjà d'essayer d'objectiver un peu notre désarroi et nos critiques vis-à-vis de l'enseignement de l'économie.
Et pour ça, en fait, on a utilisé, j'allais dire, presque les armes de nos adversaires, à savoir, notamment en économie, c'est quelque chose qui est très important, les chiffres et le pouvoir social des chiffres. Et on a pu expérimenter nous-mêmes le pouvoir que ça avait de produire des informations chiffrées. Je ne dis pas qu'il faut toujours le faire, mais je dis, votre question tout à l'heure, c'était concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, concrètement, on a fait ça, et ça a quand même eu des effets. C'est-à-dire, on a dit, on va essayer de mesurer, plus ou moins objectivement, l'enseignement de l'économie dans le supérieur pour dire qu'est-ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, c'est qu'il y a un manque flagrant de pluralisme en économie. Pour le dire avec des termes plus techniques, il y a une absence très forte d'hétérodoxie dans l'enseignement supérieur, une absence très forte de pluridisciplinarité qui fait qu'aujourd'hui, la façon dont les étudiants en économie sont formés font que certains, enfin la plupart d'entre eux, jusqu'au master, n'auront jamais entendu parler d'économistes comme Karl Marx, comme Keynes, comme Adam Smith, ce genre de choses. Et donc, il y a une déperdition de la pensée économique qui fait que ceux qui sont aujourd'hui les économistes atterrés ne seront plus produits, entre guillemets, dans les années à venir, d'autant que ça, c'est pour le côté enseignement, mais une étude de l'AFEP, l'Association française d'économie politique, menée par Florence Janicatrice, l'a bien montré. Si on regarde le recrutement des professeurs des universités, entre 2000 et 2011, alors ça peut paraître technique, mais c'est le grade le plus élevé à l'université, ça détermine beaucoup de choses, et on voit qu'il n'y a que 10% des profs recrutés qui sont des profs hétérodoxes. Donc non seulement quand on regarde l'enseignement, c'est pas très joli parce qu'il n'y a pas de pluralisme, ni d'un point de vue disciplinaire, ni d'un point de vue théorique, le mainstream domine énormément. Et en plus, si on regarde les gens qui sont amenés à enseigner ça, on voit que seule une minorité d'entre eux sont ouverts à d'autres approches. Donc une fois qu'on a mis à jour de manière assez objective, on a été regardé, on a compté dans toutes les facs, sur tous les sites web, c'était un travail très fastidieux, mais qui a une résonance et sur lequel, notamment, on s'est fait assez peu critiquer. C'est ça que je trouve intéressant, essayer de mettre ça à jour. Je sais que Acrimed essaie de compter le nombre d'interventions des économistes dans les médias pour voir qui intervient, etc. Bon, ce genre de choses peut être intéressant. Et une fois qu'on a dit ça, on peut justement, nos bases sont plus solides, nos assises à proposer quelque chose d'autre sont plus solides. On n'est pas seulement dans le discours, on voit les orthodoxes partout, le mainstream est partout, etc. Là, on l'a montré d'une certaine manière, et c'est la voie pour proposer concrètement quelque chose d'autre, en s'appuyant sur ce qui marche. Pour rester dans le champ économique, il y a les sciences économiques et sociales au lycée, l'enseignement des SES, qui est un enseignement à succès, où on mêle les sciences sociales, on a des regards croisés, on décloisonne les disciplines. Ça, c'est pour le côté enseignement. Sur le côté de la recherche, moi, je crois, comme Ludivine l'a dit, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire ce qui est le projet originel pour moi des sciences sociales, c'est-à-dire déconstruire, dénaturaliser, rendre la réalité inacceptable. En produisant, par exemple, il y a un ouvrage qui est sorti sur le coût du capital. On parle tout le temps du coût du travail, on peut parler du coût du capital, en parlant plus de charges sociales, mais de cotisations sociales, avec des gens comme Bernard Friot, ce genre de choses. Alors ça, on voit bien effectivement comment les sciences humaines, sociales, économie peuvent déconstruire. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, Ludivine Montigny, d'une intelligence collective, et il y a des initiatives, il y a des revues, il y a des associations qui font un travail très intéressant, mais qui ont souvent du mal à franchir justement la rampe du débat public médiatique grand public, justement. Si on n'est pas dans la nostalgie de l'intellectuel généraliste à la Sartre, on n'attend pas le retour d'un intellectuel généraliste à la Sartre ou d'un intellectuel spécifique à la Foucault, comment est-ce qu'on peut quand même... Comment cet intellectuel collectif, il pourrait prendre forme? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a un problème d'incarnation face à ces intellectuels médiatiques qui peuvent faire la une d'une couverture ou qui peuvent passer dans les débats de télé en 5 minutes. Oui, je pense qu'il faut, bien sûr, il faut se poser cette question de la médiatisation, mais ça ne doit pas non plus être notre obsession. C'est-à-dire, je pense qu'il faut travailler, il faut travailler là où on est aussi, en partant de nos expériences vraiment pratiques, me semble-t-il. C'est-à-dire que le constat qu'on peut faire, et qui dépasse vraiment très largement l'université pour le coup, c'est que les savoirs critiques, alors notamment les sciences sociales critiques, mais pas uniquement les sciences humaines critiques, ont connu un renouvellement vraiment essentiel depuis une bonne vingtaine d'années, depuis au moins le mouvement social de 1995, mais avec certaines limites, des limites liées justement au fait que la concurrence
concurrence n'épargne, et la mise en concurrence, la compétition n'épargne aucun des secteurs sociaux, et donc pas plus la recherche qu'un autre, et la précarité qui y est associée pas davantage, et que par ailleurs, ces savoirs critiques sont souvent extrêmement défensifs. Ils sont à la fois renouvelés, mais très défensifs, sans proposition stratégique, sans proposition véritablement politique, si ce n'est la critique de la société telle qu'il va et du monde tel qu'il est et qu'il ne va pas, justement. Et ce dont on a besoin, et peut-être que c'est une façon, je ne sais pas, je n'ai pas non plus de réponse, pas davantage que François Cusset, à la question sur comment passer la rampe médiatique, et c'est pas forcément, je suis consciente de la nécessité d'être lucide et de poser le problème, mais c'est pas forcément la question majeure, me semble-t-il. Mais une des façons, en tout cas, l'aborder, c'est peut-être aussi d'avoir des projets, d'avoir des imaginaires politiques, de penser à des alternatives. C'était pas forcément passer la rampe médiatique, c'est un des moyens de peser. La question, c'est comment peser. Comment peser, mais c'est aussi en donnant envie d'imaginer autre chose. C'est ça aussi, c'est de sortir de la seule défensive, de sortir évidemment de l'évidence complètement naturelle sur il n'y a pas d'alternative. Si, il y a des alternatives, et à partir de micro-expériences, d'expériences de lutte, d'expériences de grève, d'expériences de communautés alternatives, de penser autrement notre rapport à l'argent, à la marchandise, à la publicité, à l'enfance, à l'éducation, etc. À partir d'expériences aussi qui se mènent à l'échelle internationale, qu'on pense à tout ce qui se fait au Chiapas, par exemple, et dont on peut, sans chercher à plaquer un modèle, mais dont on peut tirer les fruits, réfléchir à toutes ces expériences-là, les mettre au pot commun en quelque sorte, et penser stratégie, penser politique, penser désir et imaginaire alternatif, parce que c'est sûr que, disons, voilà, encore une fois, pour employer un gros mot, mais qui me semble important de contribuer à repenser, la machinerie du capital dans tous ces déploiements a une force aussi pour donner de l'envie, pour donner de l'adhésion qui est extrêmement puissante. Et donc la question, c'est comment rivaliser avec cette puissance de l'adhésion à la chose marchande, à la rivalité, etc. Donc ça, c'est un grand défi. Et le défi, il passe peut-être aussi par le fait qu'il n'y a pas de parole autorisée à cet égard. Qu'on a tous la possibilité de prendre la parole à partir de nos expériences sur ce sujet. François Cusset ? Ouais, pour aller dans ce sens-là, il me semble que derrière l'écran de fumée de ces controverses médiatiques, là, de ces intello-lauréats qui choquent les soi-disant bien-pensants et qui sont en fait sans effet, sans conséquence. C'est ça dont il faut se souvenir. Ça n'a pas d'autre effet qu'effectivement faire de l'audience, donc de l'argent. Mais ils sont sans effet. Derrière ça, il y a l'enjeu de ce que Michel Foucault appelait le savoir-pouvoir, c'est-à-dire quel savoir au service de quelle force sociale et politique. Donc pendant qu'on débat ou qu'on produit dans une université en ruine des savoirs critiques, il y a en revanche des savoirs en sciences sociales, en économie, comme le rappelait mon voisin de gauche très judicieusement, qui, eux, sont produits pour être mis au service de forces politiques et économiques précises. Ce dispositif de savoir-pouvoir, il existe. Donc, en face, si on admet qu'on est en guerre, qu'il y a une forme de conflit structurel, quel savoir va-t-on produire ? Pour quelle puissance, au sens noble, pour quelle puissance sociale ça va de déconstruire effectivement les âneries que peuvent diffuser les médias grand public en économie ou en sociologie, jusqu'à le rapport entre production de savoir et syndicats, activistes, ceux qui sont à l'avant-garde d'un mouvement social éventuel. Mais voilà, puisqu'en face, il y a un savoir-pouvoir qui marche magnifiquement bien et qui finalement se fiche un peu de nos affaires et de nos pleurnicheries, quel savoir-pouvoir peut-on fabriquer ? Donc finalement, la question de la diffusion qu'on posait tout à l'heure me paraît seconde. Celle qui compte, c'est les usages possibles de ce qu'on travaille à produire chacun de notre côté dans nos disciplines, quoi. Geoffroy de la Gannerie, vous arrêtez pas de prendre des notes sur un journal qui n'est même pas à vous, là. Oui, je sais, oui. C'est pour ça les journaux, c'est fait pour faire proliférer la pensée. Moi, je vais dire un truc, deux choses. La première, c'est que
Ça produit des effets, les réactionnaires, et c'est un peu un point de vue, je pense, bourgeois et d'homme blanc hétérosexuel, parce que quand on est noir, quand on est arabe, quand on est musulman, quand on est femme, quand on est gay, quand on est lesbienne, et qu'on entend à la radio, qu'on voit dans les journaux des injures sur la théorie du genre, sur l'islam, sur le remplacement, etc., bon, bah, ça a des effets concrets dans le fait que les gens vivent des vies qui vivent comme vulnérables, comme perpétuellement agressés, comme perpétuellement diffamés, et c'est insupportable. Alors on ne peut pas dire que ça n'existe pas, ça existe concrètement dans la vie des gens, dans ce qu'ils entendent à la radio, dans ce qu'ils voient à la télé, et il faut réagir contre cette situation parce que c'est insupportable, et il y a plein de gens qui sont agressés en permanence parce qu'ils écoutent, et ils ont envie que ça change, et donc il faut changer ce qui se passe à la radio, ce qui passe à la télé, ce qui va dans les journaux mainstream. Alors la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis très optimiste, moi, paradoxalement, parce que je crois qu'il faut penser l'effet de la pensée critique d'un point de vue à long terme. Vous savez, moi j'ai une théorie qui dit que on ne vit pas dans le moment où on vit, mais on vit toujours 30 ans avant. Si vous regardez par exemple le cerveau de quelqu'un comme Bernard Cazeneuve ou le cerveau de Hollande, c'est pas un cerveau de 2012, c'est un cerveau qui a été formé dans les années 70 à Sciences Po à l'ENA, c'est un cerveau qui a appris les fiches de la Fondation Saint-Simon, c'est des cerveaux qui ont été produits dans les années 80. Donc aujourd'hui, nous vivons dans les années 80. Les politiques qui nous sont faites sont une conséquence des années 80. Par conséquent, tout ce qui s'invente aujourd'hui, ça aura des effets. C'est les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, qui nous écoutent à l'université, dans nos cours, dans nos séminaires, moi dans mon école d'art. Dans 20 ans, ils seront dans les cabinets ministériels, ils seront professeurs des universités, ils seront journalistes, et ils auront en tête ce qu'on a produit. Donc nos effets de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans 20 ans. Il est évident que moi, je ne prétends pas changer Bernard Cazeneuve, jamais de la vie. Par contre, je prétends créer des structures mentales nouvelles pour les gens de 20 ans qui m'écoutent. Le futur Bernard Cazeneuve. Exactement. Et si jamais il m'a écouté, s'il a écouté quelques-uns d'entre nous, peut-être qu'il y aura une politique plus généreuse d'État. Et de ce point de vue-là, il faut penser que nous vivrons en 2012, en 2032. Donc c'est dans 20 ans qu'il faudra voir les effets. Et je dis une dernière chose, si tu me permets. Mais non, parce que je voudrais d'abord vous en poser une autre, c'est que, bon, je vous entends, il y a un accord à peu près collectif pour dire qu'il y a une bataille des idées à mener avec après des formes un peu différentes. Moi, je me pose quand même une question. Geoffroy Laganerie, vous tenez un blog sur Mediapart. Oui. Ceux et celles qui le lisent doivent voir que vous en prenez régulièrement à, par exemple, Thomas Piketty, qui est l'incarnation de quelqu'un qui importe les sciences sociales, qui a un projet politique, enfin, qui correspond à ça. Vous en prenez à des gens comme Pierre Dardot et Laval. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de reproduire ce qu'on a beaucoup reproché justement aux intellectuels de gauche, c'est-à-dire une position radicale qui est incapable de construire des alliances? Moi, je construis beaucoup d'alliances. Ma tribune était signée avec Édouard Louis, qui est écrivain. Oui, d'accord. Mais je vais vous dire, je pense qu'effectivement, il faut avoir aujourd'hui la contre-offensive intellectuelle et politique. Elle doit aussi porter sur les catégories de la gauche et sur qu'est-ce que c'est qu'être un intellectuel critique aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il existe une régression conceptuelle énorme, dramatique, qui est liée à cette question du néolibéralisme dont tout le monde a déjà parlé un petit peu là. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une uniformisation du champ intellectuel et politique autour de la dénonciation du néolibéralisme, qui est toujours associée au marché, à la concurrence, au consumérisme, à l'intérêt privé, à l'homo economicus, au repli sur soi, à la désagrégation sociale. Et à ça, on va opposer faire société, faire du lien, faire du commun, la culture, le savoir, etc. Cette rhétorique-là, pour le moment, là-dedans, dans votre cette rhétorique-là, c'est la rhétorique de la manif pour tous. Cette rhétorique-là, c'est la rhétorique de Minute. Cette rhétorique-là, c'est la rhétorique de la droite chrétienne. Cette rhétorique-là, c'est la rhétorique de tout le monde. C'est la rhétorique qui permet précisément qu'il y a une uniformisation du champ où vous avez à peu près les mêmes discours qui circulent de l'extrême droite, à la gauche qui se pense comme radicale. Lequel est le problème, pour moi, très important aujourd'hui ? Une droite radicale ou extrême ça attaque le néolibéralisme, qu'on n'a pas le droit de le faire. Alors déjà, on n'a pas le droit de le faire dans les mêmes termes. Et quelle est la question qui se pose ? C'est que nous avons tendance aujourd'hui à penser que parce que des gens dénoncent le libéralisme, ils sont de gauche. Si vous prenez des gens comme, alors je n'avais pas envie de citer leur nom, mais peu importe, comme Dardot et Laval, ce sont des penseurs homophobes, transphobes, qui écrivent dans leurs livres « Aujourd'hui, on veut changer de voiture comme on change de sexe », des choses comme ça. Si vous prenez des gens comme Alain Supiot, c'est quelqu'un qui a comparé le Pax au nazisme. Si vous prenez des gens comme Michéa, c'est des gens qui sont authentiquement des fascistes. Alors la question qui se pose, par exemple, Régis Debray a fait la une du Monde diplomatique parce qu'il a dénoncé l'entreprise et le fait que la société voulait être une entreprise. Bon, si vous êtes capable, dans la gauche, aujourd'hui, de publier des gens comme Michéa, comme Debray, qui sont des gens authentiquement d'extrême droite, qui s'en prennent aux migrants, qui s'en prennent aux gays, qui s'en prennent aux femmes,
femmes, la libération sexuelle, alors vous avez un problème. Quel est le problème? Non, mais je vais vous poser une question là-dessus qui est très importante. C'est que tout discours qui critique le néolibéralisme n'est pas un discours émancipateur, n'est pas un discours de gauche, et qu'il faut aujourd'hui concevoir une critique non réactionnaire du néolibéralisme. Et tant que nous ne font pas ça, nous participons, enfin pas moi en tout cas, mais beaucoup de gens participent, du fait que des pulsions mauvaises circulent dans la gauche radicale, que des pulsions homophobes, misogynes, transphobes, anti-immigrés circulent dans la gauche radicale. Et de ce point de vue-là, il est très important de mener une contre-offensive aussi contre ces gens-là, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, les gens comme Piketty, la seule démocratie, un peu sans grand intérêt. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les discours critiques, qu'on nous fait passer pour des discours critiques, des discours autoritaires, des discours du commun, des discours de l'ordre, des discours de la régulation. Et moi, je veux incarner aujourd'hui la tradition libertaire de la gauche. Arthur Jatteau. Oui, alors moi, c'est vrai qu'à écouter Geoffroy, j'ai l'impression qu'à la fin, on va se retrouver, il n'y aura plus personne, en fait. On sera un ou deux. Ouais, voilà, peut-être. Voilà. J'espère bien, mais bon, là, moi, je suis un peu dubitatif. En fait, moi, je suis beaucoup moins critique que Geoffroy sur Piketty, notamment. Pour moi, c'est une chance. Alors, moi, je regrette que Piketty ne s'investisse pas plus dans le champ de l'enseignement. Je regrette que Piketty ne soutienne pas les propositions de l'AFEP, par exemple, pour changer l'enseignement de l'économie dans le supérieur. De certaine manière, là, il est un peu dans les nuages par rapport à ces questions-là. Mais combien de fois ça arrive en France, et j'ai envie de dire dans le monde, qu'on ait un économiste qui ait cette surface médiatique-là, et aussi cette surface académique. C'est quand même important d'avoir quelqu'un qui est si critique que ça vis-à-vis de la politique du gouvernement, et qui, en même temps, est audible du point de vue académique, qui va dans les plus grandes facs américaines, etc. Je pense que c'est une chance d'avoir... Alors oui, il n'a pas son brevet de marxisme révolutionnaire, ce genre de choses. Bon, oui, il est social-démocrate, ça c'est sûr. Encore qu'il a débattu, il y a eu un débat intéressant entre Piketty et Besancenot organisé par le NPA, auquel il a accepté de participer, ce qui est déjà quelque chose d'intéressant. Mais moi, je pense que c'est tellement compliqué en ce moment qu'on ne peut pas se permettre de se priver de gens comme ça, de se priver de Piketty, et que ça peut être un allié potentiel. Voilà, quelqu'un qui refuse la Légion d'honneur, qui fait un bras d'honneur comme ça au gouvernement, qui le critique à longueur de chroniques, d'écrits et d'interventions médiatiques, et qui a pourtant cette reconnaissance-là et ce poids-là dans le champ académique. C'est une chance inespérée. François Cusset, ce sera le mot de la fin. Non, mais c'est juste, oui, à faire attention à ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tradition et une geste qu'une certaine gauche critique adore de micro-différenciation, de clivage en permanence, effectivement, dont les propos de Geoffroy de la Gannerie, qu'il représente assez fidèlement. Oui, bien sûr qu'il y a un retard culturel, des réflexes, je ne sais quoi, homophobes ou misogynes chez des figures de la gauche critique, et qu'il faut les dénoncer, qu'il faut en discuter. Mais il ne faut pas confondre le premier plan et le second plan. Il faut plutôt avoir, à mon avis, une démarche stratégique consistant à aller chercher chez ceux qui peuvent fournir des armes conceptuelles et militantes, ce qu'il y a à aller chercher, quitte effectivement à noter au passage qu'ils ne sont pas pertinents sur tous les terrains. Mais sinon on risque de tomber dans cette espèce de grande dramaturgie de l'autodissolution des avant-gardes, dans laquelle une certaine gauche critique, refusant le pouvoir, refusant le mouvement social, refusant finalement de mouiller la chemise, se complète depuis presque 2 siècles. Donc on est plutôt dans une situation, à mon avis, de guerre, dans laquelle il faut faire feu de tout bois et aller chercher ce qu'il y a à aller chercher. Je suis pas assez compétent, quoique j'ai mes opinions sur la question de Piketty. Je suis pas sûr que ce soit prioritairement chez lui qu'il faille aller faire ce picorage ou ce bricolage, mais en tout cas n'exclure dans ce vaste champ de la gauche critique personne a priori. Oui. Merci beaucoup à tous les 4. Je rappelle que le numéro 2 de la Revue du Crieur, dans laquelle Ludivine Bantigny et François Cusset ont déjà écrit, dans laquelle Arthur Jatteau a été interviewé pour un article sur le crash de la pensée économique, et dans laquelle peut-être Geoffroy de la Gannerie écrira bientôt, paraît aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. À 19h, dans 10 minutes, la soirée spéciale de Mediapart en partenariat avec le Bondi Blog sur les 10 ans des émeutes de 2005 dans les quartiers populaires se poursuit. Merci beaucoup.